Bien, bonjour à tous. Je vais vous raconter comment les choses se sont passées exactement. Je m'appelle Hilario, je suis moine bénédictin. J'habite dans un couvent de Santa Croce del Corvo, c'est en Ligurie, donc on voit passer beaucoup d'exilés politiques qui veulent passer la frontière, les Alpes, donc on les accueille évidemment. Et un jour, un poète, il me disait qu'il était poète, un poète inconnu vient, je commence à parler avec lui, je gagne sa confiance et il me dit qu'il est en train d'écrire une grande œuvre encore inachevée. Alors, piqué de curiosité, je lui demande d'en réciter quelques vers. Les premiers qu'il me récite sont en latin et ensuite, stupeur, ça continue en langue vulgaire. Alors, je m'en indigne évidemment parce que je trouvais ça très beau, mais enfin, en langue vulgaire, ça ne se fait pas. Et voilà, j'ai noté ce qu'il a dit. Malheureusement, les hommes généreux pour lesquels ces choses avaient été écrites en de meilleurs temps avaient désormais abandonné les arts libéraux aux plébéiens. On lit ce récit dans une lettre que, donc, le moine Hilario, sans doute, pense-t-on quand on la lit, le bibliothécaire du couvent, a écrit à Uguccione della Fagiola, qui était seigneur d'Arezzo, de Pise et de Lucques. Qui est Uguccione della Fagiola? Avant de revenir sur cette lettre. C'est un entrepreneur de guerre, ce qu'on appellera plus tard un condottiere, qui, après avoir été plusieurs fois podestat d'Arezzo, prit la tête de la Ligue Ghibeline de Romagne, fut nommé vicaire impérial en 1312, et après la mort de l'empereur Henri VII, s'imposa avec l'aide de Castruccio Castracani comme dominus, seigneur, de Pise et de Lucques, jusqu'à ce que les habitants se soulèvent contre son gouvernement autoritaire, qualifié de tyrannique, ce qui l'oblige alors à se réfugier à la cour de Vérone, auprès de Can Grande della Scala, qui le fait podestat de Vérone, justement jusqu'à sa mort en 1319. Or, c'est à Vérone qu'était lui aussi réfugié l'auteur de la Comédie, puisque ce poète inconnu qui tente de passer les Alpes et qui décide d'écrire en vulgaire, nul doute qu'il s'agit, dans la lettre d'Hilario, de Dante Alighieri. Dante. On pourrait commenter la carrière d'Uguccione della Fagiola en retrouvant les principales caractéristiques, en y retrouvant les principales caractéristiques de ce que les historiens appellent aujourd'hui l'expérience seigneuriale, qui consiste au fond en un étrécissement de la base sociale des régimes et en un élargissement de leurs ressorts administratifs. Autrement dit, en une personnalisation du pouvoir qui tend à devenir autoritaire et dynastique, et en une expansion de sa domination qui tend à devenir territoriale, dans les deux cas en un au-delà de la cité, mais dans les deux cas également, ces évolutions ne sont que la poursuite des dynamiques propres à la société communale. C'est-à-dire que la seigneurie ne succède pas à la commune, comme deux régimes antagonistes qui se définiraient de manière idéale typique. La seigneurie, c'est l'un des devenirs possibles de la commune. Et en cela, on parle aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, d'expérience seigneuriale, parce que l'expérience est théoriquement réversible, même si, se succédant, les expériences rendent de plus en plus difficile un retour en arrière. De là, l'allure discontinue et graduelle de cette histoire de l'Italie, à partir du Trecento, à partir du XIVe siècle, de cette histoire qui semble à la fois chaotique et répétitive, de cette histoire qui offre à l'historien deux raisons au fond de désespérer, parce que dans le détail, c'est passablement embrouillé et toujours imprévisible, et parce que dans les grandes lignes, c'est souvent schématique et tristement prévisible. C'est-à-dire que les voisins se détestent entre eux et vont chercher un plus lointain pour faire des alliances de revers, etc., etc. Une fois qu'on a compris, je dirais, la grammaire de la conflictualité, on peut produire des énoncés
presque à l'infini. Voilà pour les traits structurels de la seigneurie, qui illustrent donc le cas Uguccione della Faggiola, qui m'intéresse. Une famille, plutôt issue de l'aristocratie féodale du contado, c'est souvent le cas, mais pas toujours, plutôt apparentée à cette cause impériale, ghibelline, qui a, au moins dans la culture politique de ce temps, je dirais, partie liée avec les valeurs et avec les intérêts de la militia, c'est souvent le cas, mais pas toujours. Une famille qui joue de l'exaspération populaire face à l'intensification de la conflictualité qui est propre au jeu politique communal. Jeu politique communal qui, de toute façon, a une tendance générale au resserrement oligarchique des sociétés politiques, et seigneur qui finit, au fond, par convaincre qu'une pause dans le fonctionnement ordinaire des institutions communales, rotation des charges, collégialité des décisions, représentation élective des magistratures, qu'une pause donc dans ce jeu qui évidemment inévitablement produit de la conflictualité parviendra à pacifier la société, c'est-à-dire à lui apporter une paix qui est en fait un ordre social. Des seigneurs donc qui réussissent à faire jouer les rouages de la machine politique à leur profit en investissant une charge. Ici, c'est podestat, c'est-à-dire, vous savez, ces juges itinérants extérieurs à la cité, mais que la cité appelle pour, à un moment donné, pour une période brève, 6 mois en règle générale, eh bien, être les arbitres de la conciliation. Mais si on parvient à multiplier les charges, eh bien, on crée une magistrature à vie, soit podestat, soit capitaine du peuple, qui est le pendant pour le Parti populaire des podestats. Investir pour le subvertir, donc les mécanismes communaux. Ces traits structurels, je l'ai dit, sont comme les régularités d'une grammaire politique qui se conjuguent localement dans un contexte particulier pour créer donc une situation propre. À Pise, ce contexte est celui d'une grande cité ghibeline, dominée par cette aristocratie des tours et des navires dont a parlé Volpe, une cité éprise de droit romain et de grandeur impériale, mais qui subit, depuis notamment la grande défaite navale de la Meloria contre la flotte génoise en 1284, qui subit la perte de ses positions méditerranéennes, et donc il doit se replier sur la Toscane, sauf qu'il y a un grand voisin puissant, hégémonique en Toscane, c'est Florence. Et la toute fin nous est connue, c'est l'intégration de Pise dans le dominium de Florence en tant que port de Florence en 1406, date du rachat de Pise par Côme de Médicis, qui marque aussi le début de l'emprise de cette famille sur Florence qui, au fond, réussit à gouverner cette ville en lui offrant Pise. Toute l'histoire du Trecento pisan est donc celui de la seigneurialisation de ces institutions communales par à-coups, au gré de l'attitude changeante de ces dirigeants vis-à-vis de l'encombrante voisine qu'est Florence. Les Donoratico lui sont hostiles, les Gambacorta lui sont favorables, et l'une et l'autre de ces familles imposent de manière intermittente leur seigneurie sur la ville, jusqu'à ce que le duc de Milan ne l'intègre de manière provisoire également à son état en 1402, et finalement, je le répète, la fin de l'autonomie pisane en 1406. Donc, vous voyez que la seigneurie d'Uguccione et de la Faggiola inaugure cette histoire discontinue et heurtée qu'est l'expérience seigneuriale. Alors, je vous en ai raconté une, mais je ne vais pas le faire à chaque fois. Vous comprenez le principe. Et donc, d'ailleurs, il faut rappeler que cette expérience seigneuriale est toujours, je n'oublie pas le premier mot de ce cours, tout pouvoir autoritaire et de consentement populaire, est toujours, souvent,
mise en place par une insurrection populaire. C'était le cas d'Uguccione della Faggiola en 1316. Donc, voilà les personnages campés. Le moine Hilario, que j'ai tenté d'interpréter tout à l'heure, écrit au seigneur de Pise. Et cette lettre accompagne, dit Hilario, l'envoi de la comédie à Uguccione della Faggiola que le poète exilé veut lui dédier et qu'Hilario lui commente. On a donc la création poétique, la dédicace, la glose, c'est-à-dire au fond le triangle du pouvoir du texte ou du pouvoir sur le texte. Comment cette lettre nous a été transmise? Elle se trouve dans un manuscrit composite de plusieurs textes dantesques, et notamment de ses épîtres et de ses églogues, certaines de ses églogues. Ce manuscrit est appelé le Zibaldone Lorenziano, qui est donc, comme son nom l'indique, conservé à la bibliothèque laurentienne de Florence, et on sait que c'est un manuscrit autographe, un manuscrit de la main de Boccace. On en prépare actuellement l'édition critique hypertextuelle. Adoptant le stylus rhetoricus, Boccace s'exerce dans ce texte à la discipline des études humanistes, certainement durant son séjour napolitain, probablement en 1339, et par la suite d'ailleurs il va poursuivre ce travail de constitution du corpus dantesque. Il va recopier la Vita Nuova, il va recopier intégralement la comédie. On a en ce temps de ces exercices d'admiration par justement la retranscription. Dans un article brillant intitulé La leggenda dantesca del Boccaccio, l'éminent philologue Giuseppe Bilanovic a démontré en 1949, 47 puis 49, que la lettre du pseudo-Hilario était l'œuvre de celui qui prétendait la transcrire. Boccace n'est donc pas le copiste, mais l'auteur de la lettre d'Hilario à Uguccione della Faggiola, et voilà pourquoi je me suis permis tout à l'heure de la jouer. Est-ce à dire qu'il est, comme le notaire Ser Chiappaletto de la première nouvelle de la première journée du Décameron, qui nous avait occupé la semaine dernière, un faussaire cynique qui, par sa fausse confession, produit de vrais miracles? Pas exactement. Parce que lorsque Boccace écrit cette missive, et vous l'avez entendu, il l'écrit en forme de nouvelle. Lorsque Boccace écrit cette missive, c'est au départ un pur exercice rhétorique, à la manière de. Ce n'est pas un faux, puisqu'il ne prétend pas être vrai. Et d'ailleurs, il recopie dans ce Zibaldone des lettres de lui, et dont il dit qu'elles sont de lui. Ce n'est pas un faux, mais ça le devient à partir du moment où il est utilisé comme la source de données pseudo-factuelles. Ici, on retrouve la nouvelle qui nous occupait la semaine dernière, puisque la croyance, en l'occurrence ici la croyance littéraire, n'est en somme que, je dirais, l'effet indirect d'une méconnaissance plus ou moins involontaire de la dimension parodique de ce qui est dit. Or, c'est le cas de Boccace lui-même, qui reprend la lettre du pseudo-Hilario dans son Trattatello, petit traité à la louange de Dante, puis dans ses commentaires plus tardifs, à la fin de sa vie, vous vous en souvenez de la comédie, et donc il est un peu roublard quand même, hein, il finit par prendre comme source ce qu'il a inventé, et on voit d'ailleurs que l'humanisme de Boccace est, disons, impur, si on l'évalue à l'aune des intransigeantes sévérités de l'érudition, c'est-à-dire que son souci philologique est toujours débordé par son énergie fictionnelle. On connaît 3 versions successives du Trattatello, qui s'étendent sans doute de 1351 à 1360, et par lesquelles Boccace tente, écrit-il, d'édifier au poète la statue ou la digne sépulture, je le cite, que sa patrie ingrate lui refusa. Mais autour de ce tombeau littéraire rôdent quelques ombres autobiographiques. C'est moins le poète et théologien Dante,
dont Boccace écrit l'éloge que le conteur. Ce qu'il aime surtout dans la comédie, écrit-il, c'est, je cite, la richesse du texte en artifice, en voilà un, la multitude des histoires, la sublimité des sens cachés sous le voile poétique. En tout cas, Boccace s'appuie sur la lettre du pseudo-Hilario, qu'il a écrite, pour affirmer que Dante avait commencé à écrire sa comédie en latin. Il a même cité des vers qu'il a inventés en jouant de réminiscences virgiliennes, et il affirme enfin qu'il prévoyait, toujours dans le Trattatello, de la dédier, cette comédie, à 3 personnes, 3 princes. L'enfer, on l'a entendu à Uguccione della Fagiola, le purgatoire à Moroello Malaspina, le paradis à Frédéric II. Avant d'ajouter malicieusement, quelques-uns prétendent qu'il avait dédié le tout à Messer Cangrande de la Scala, et ce qui me fait croire plutôt à cette dernière assertion, c'est l'habitude que Dante conserva d'envoyer tout d'abord à ce dernier ce qu'il avait composé de préférence à tout autre. Ce qui est vrai, puisque Dante a écrit une épître à Cangrande de la Scala. Alors pourquoi, par rapport à ce qui est vrai et attesté, Boccace présente au fond cette première hypothèse? Étrange trio, quand même, trépied bancal. Quoi de commun entre Frédéric II, je n'ai pas besoin de le présenter, le grand empereur, qui fut l'ennemi acharné des libertés communales et plus globalement la stupor mundi, au point que son aventure politique, 50 ans plus tard, on est 50 ans après la mort de Frédéric II, s'inscrit dans les horizons tremblants du mythe. Bon. Quoi de commun entre Frédéric II et un chef de guerre comme Moroello Malaspina, issu d'une bonne famille féodale de Lunigiana, qui joue son jeu dans l'Italie de Dante, mais à une toute autre échelle. Il n'existe pas, à ma connaissance, d'interprétation historique de cette légende dantesque de la triple dédicace qui a fini par s'imposer dans une certaine tradition d'interprétation. J'y vois pour ma part l'expression de l'indétermination politique du phénomène seigneurial au milieu du XIVe siècle. Son rapport avec la cause impériale, son rapport avec l'exercice de la guerre, mais son hésitation sur l'échelle du gouvernement et sur la nature exacte de ce que j'appellerais le style de gouvernement. Car Moroello Malaspina fut effectivement un ami de Dante et de Cino da Pistoia, ou plus exactement, l'un de ses protecteurs. Des chercheurs autour de Teresa de Robertis, Giuliano Milani et d'autres ont rassemblé en 2016 le Codice Diplomatico Dantesco, c'est-à-dire au fond la collection de tous les textes politiques qui parlent de Dante et où on voit que il y a effectivement la posture littéraire dont je vous ai parlé la semaine dernière, mais il y a aussi les coulisses. Et dans les coulisses, c'est un exilé comme les autres qui cherche à négocier avec les pouvoirs en place, et dès 1316 avec les Malaspina. Malaspina, c'est un guelfe noir, donc c'est théoriquement son adversaire. Alors, il n'est pas exclu d'ailleurs que Boccace n'adresse ici un clin d'œil à ses lecteurs avisés ou à la postérité, parce qu'il avait lui-même aussi, Boccace, dans sa jeunesse, réélaboré en les pastichant 2 lettres de Dante, l'une adressée précisément à Moroello Malaspina et l'autre à Cino da Pistoia pour les faire, pour pasticher, donc il les avait pastichés pour écrire respectivement au duc de Durazzo et à Pétrarque. Or, c'est de tout cela dont je tente de parler aujourd'hui, comment, au fond, penser après Pétrarque arrive, l'engagement communal. Qu'en conclure? Pour le moment, ceci. Ce qui est en jeu dans ces réécritures fictionnelles, au-delà de ce que Robert Hollander a appelé l'imitative distance, est bien la question des pouvoirs. Pouvoir de la langue latine, pouvoir du poète, pouvoir de son protecteur. Jusqu'où Boccace a-t-il voulu réécrire Dante et quel sens politique cette réécriture peut-elle avoir?
Dans un article proprement étourdissant, intitulé L'épître à Can Grande et ses deux auteurs, Carlo Ginzburg revient sur l'authenticité discutée de l'épître de Dante à Can Grande de la Scala, le seigneur de Vérone, en 1316. J'avais achevé mon cours de l'année dernière sur les fictions politiques dans la 11e leçon qui s'appelait Pastiche, postiche et pouvoir symbolique sur un commentaire de ce texte célèbre. Je me permets de vous y renvoyer. Je rappelle le contexte politique. En 1311, l'empereur Henri VII est couronné à Milan. Les humanistes padouans comme Albertino Mussato, comme Marsile de Padoue assistent avec Dante à cette cérémonie. Ils sont pleins d'espoir. Ils croient voir en l'empereur un défenseur pacis, un défenseur de la paix. Or, Henri VII impose aux cités italiennes une dédition brutale à Brescia, à Crémone, et s'appuie sur le seigneur de Vérone, Can Grande de la Scala, dont il fait son vicaire impérial. La mort de l'empereur en 1313, le schisme qui s'ensuit laisse les mains libres aux tyrans. Et alors l'histoire politique semble bégayer parce qu'à Padoue, par exemple, il y a déjà eu un tyran, et pas qu'un peu, Ezzelino da Romano, de 1237 à 1257, qui était l'homme de Frédéric II en Lombardie, et qui est, je dirais, qui a imposé dans les mémoires le prototype d'une tyrannie terroriste et cruelle. Et c'est pour rappeler à ses concitoyens à la résistance civique contre la tyrannie qu'Albertino Mussato écrit Lecerinis en 1313, dont j'avais rappelé qu'elle représentait la renaissance de la tragédie politique en Occident. Or, comme l'ont montré les travaux de Gian Maria Varranini, les Carrara à Padoue ou les Scaligères à Vérone font assaut de buon governo par leur politique édilitaire, mécénale, statutaire, judiciaire, par leur style de gouvernement. Ils tentent, et Can Grande de la Scala en premier, ils tentent de convaincre que la seigneurie est la poursuite de la commune par d'autres moyens, qu'il ne faut pas s'énerver, qu'il ne faut pas se lancer comme ça, ces mots de tyran à la tête, et ramener Sénèque dans le jeu. C'est une expérience, ça vaut le coup d'être tenté. Bon. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tout chancelle, y compris, je dirais, les engagements civiques communaux les plus établis. Prenez Giovanni Villani, par exemple, qui est l'auteur florentin de la fameuse chronique de Can Grande de la Scala. Il dit qu'il est il maggiore tyranno, il più possente e ricco, le plus riche, le plus puissant, le plus grand des seigneurs depuis Ezzelino da Romano, justement, mais en même temps qu'il est valente tyranno e signore da bene. C'est le bon seigneur, le seigneur du bien, et amico del nostro comune. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces seigneurs qui tentent de convaincre de leur bonne volonté communale. Dante est l'un de ceux qui acceptent de venir à la cour de Vérone, qui désirent se laisser convaincre, ou du moins qui décident de jouer cette carte. Et là, c'est ce que Pétrarque appelle le bivium, la bifurcation. En 1311, Dante et Mussato sont au couronnement impérial à Milan d'Henri VII. 5 ans plus tard, l'empereur est mort, il a fait place à des seigneurs. Pour Mussato, ces seigneurs apportent la guerre et il écrit une tragédie. Pour Dante, ils apportent la paix et il écrit une comédie. Et il dit dans cette comédie, dans la lettre qui accompagne la dédicace à la comédie à Can Grande de la Scala, son intention de lui dédier son poème, de se faire commentateur de sa propre œuvre, de gloser les 12 premiers vers qu'étrangement il cite en latin, alors que tout est écrit, comme vous le savez, en langue vulgaire, et c'est un coup de force pour imposer la souveraineté de l'auteur sur son propre texte dont il se fait le commentateur. Or, ce coup de force se redouble d'une transgression politique, puisque dans l'épître qu'il adresse à son protecteur, l'exilé
Toscan prend ses distances avec l'opinion commune qui juge la seigneurie peu recommandable. Mais le peuple, dans son ignorance, juge sans discernement. Cela lui permet d'épauler, Dante, toujours, sa propre revendication de souveraineté créatrice, l'épauler à l'autorité politique, elle-même souveraine, qu'il reconnaît au Seigneur. En effet, ceux qui puisent leur force dans l'intellect et dans la raison et qui ont reçu le don divin de la liberté ne sont assujettis à aucun usage. Et il ne faut pas s'en étonner, car ils ne sont pas inspirés par les lois, mais ce sont eux qui inspirent les lois. On retrouve là effectivement la fiction juridique de l'empereur qui respire, dont la poitrine est, comme le disait Frédéric II, effectivement le souffle des lois. On retrouve effectivement ce dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire l'arbitrium, qui est à la fois une notion juridique pour construire la souveraineté des princes et aussi la souveraineté du créateur poétique. Bon, le problème, c'est que ce texte de Dante a toujours intrigué les chercheurs. Les 4 premiers paragraphes, tout va bien. Et au 5e, à partir du 5e, on ne reconnaît plus le cursus, c'est-à-dire le rythme habituel de la prose de Dante, même s'il en est très proche. Donc soit c'est lui, soit c'est pas lui. Et si c'est pas lui, enfin en tout cas c'est quelqu'un qui aurait poursuivi. Et si c'est pas lui, c'est un écrivain très subtil et très fin connaisseur de Dante. Dans cet article fameux et très discuté, Carlo Ginzburg dit « Cet écrivain très subtil, c'est Boccace ». Je ne peux pas décrire sa démonstration et vous dire à quel point elle peut être convaincante ou pas convaincante. Je vous cite juste pour faire un écho un peu vertigineux à ce qu'on avait dit la semaine dernière, que ce n'est pas vraiment un argument philologique, mais c'est assez marrant. À un moment, Carlo Ginzburg s'arrête et dit, voilà, je lis plein d'historiens qui m'expliquent que Boccace n'avait pas l'habitude de falsification préméditée, tandis que je lisais ces phrases, j'ai cru entendre la voix de Boccace qui murmurait à mon oreille « Ser Ciappelletto, c'est moi ». Donc tout ce dont on a parlé la semaine dernière, c'est aussi cette question, au fond, de la fiction littéraire qui réussit à faire croire en ses artifices. Il y a au moins un point sur lequel il est impossible de ne pas suivre le raisonnement de Carlo Ginzburg, c'est quand il montre qu'on ne peut pas comprendre les rapports entre Boccace et Dante si l'on n'intercale pas entre les deux la figure d'un tiers, celui de Pétrarque. Nous y voilà. Car en réécrivant Dante, Boccace répond à Pétrarque, et précisément pour contester le rapport que Pétrarque entretient avec le passé dantesque. Ce qui s'y joue n'est rien moins que la reconnaissance de la souveraineté de l'écrivain, et ce par rapport à l'empire du latin, et ce par rapport à son engagement politique, et ce par rapport à la définition de ce qu'est un public lettré. Et de tout cela, effectivement, on doit commencer à s'intéresser, si on veut comprendre quelque chose, au fonctionnement narratif et social des nouvelles. Je n'insiste pas sur les rapports bien connus d'admiration et d'émulation entre Boccace et Pétrarque, qui ressortent de l'histoire littéraire classique. Vous savez peut-être que le 27 septembre 1350, au retour de Ravenne, où vous vous en souvenez, il était venu payer la dette de Florence à l'égard de Dante, Boccace apprend que Pétrarque se rend à Rome pour le jubilé et s'arrêtera à Florence. Pétrarque, c'est son aîné, de 9 ans. Pétrarque est né en 1304, Boccace en 1313, mais il est déjà immensément célèbre. En 1340, il avait eu le choix, il avait reçu 2 propositions, celle de l'Université de Paris et celle de Rome, pour le faire couronner prince des poètes. Et il choisit Rome et le patronage du roi de Naples, Robert d'Anjou, mais Boccace, lui, n'a pas pu assister à ce triomphe poétique, et quand Pétrarque a séjourné à Naples, en 1341 et puis à nouveau en 1343, eh bien Boccace n'y était plus. Il a écrit
un panégyrique qui s'appelle Vie et mœurs de François Pétrarque, florentin, récit héroïque qui reprend le modèle narratif de Suétone, de la vie des 12 Césars. Et signalons donc au passage que Boccace a écrit la vie de Pétrarque avant celle de Dante. Mais une fois encore, la peste noire a coupé ce monde en deux, comme un trait de hache. La mort de Laure, l'amoureuse de Pétrarque, à qui il consacre son Canzoniere, jette sur sa vie un voile noir, écrit-il. C'est un autre poète qui abandonne sa langue maternelle à ses amours défuntes. C'est un autre poète qui revient à Florence en 1350. Et à ce moment-là, Boccace l'accueille, juste au retour de Ravenne. Il l'accueille. Il l'accueille, il l'héberge, il organise autour de lui une grande réception publique. Lui, à ce moment-là, Boccace, orphelin de père, est engagé, et donc désormais chef de famille, est engagé dans le gouvernement des offices mineurs. Il est fils illégitime, donc il ne peut pas accéder au gouvernement des arts, mais il accède à ces petites magistratures de quartier et de paroisse que la réforme institutionnelle de Florence en 1343 permet, pour élargir encore la base sociale des régimes, d'ouvrir à peu près tout le monde. Le rapprochement avec Pétrarque donc, participe aussi de cet engagement civique. C'est pour effectivement l'accueillir dans sa cité, la cité où il est politiquement engagé. Et c'est d'ailleurs en charge d'une mission officielle de Florence, du gouvernement florentin, qu'il sera ensuite à Padoue en 1351 pour tenter de convaincre Pétrarque de s'installer dans la cité du Lys. Et à ce moment-là, il lui apporte un manuscrit de la Comédie qui est accompagné d'un de ses poèmes où il parle de Pétrarque comme du couronné. Seulement, voilà, le couronné, il est en train de tourner Casaque. Le couronné, tout florentin qu'il est, il a décidé d'accepter l'invitation de l'archevêque et seigneur de Milan, Giovanni Visconti, en 1353, qui lui offre d'être l'hôte d'Ambroise. On en avait parlé il y a 2 ans. Le jeu politique italien est en train de se polariser autour de la grande rivalité entre Milan et Florence. Et Florence, je vais y revenir tout à l'heure, s'affirme comme la championne de la libertas contre la tyrannie des Milanais. Quand il apprend ça, alors ça tombe mal, parce que durant l'été 1353, Boccace, en plus, éprouve des difficultés économiques dans la gestion de ses affaires familiales. Il est retourné à Ravenne, et c'est pour rencontrer le seigneur de la ville, Bernardino da Polenta, et négocier avec lui les moyens de contenir l'expansionnisme milanais, et il apprend que Pétrarque est à Milan. Alors, au moment même où il lance un vibrant Carmen, une chanson politique, contre Giovanni Visconti, « Tu ignores ma puissance, quelle est ma gloire, tu l'ignores ». Et c'est ce moment-là que Pétrarque choisit pour entrer dans ce qu'il appelle, indigné, la grotte de Polyphème, c'est-à-dire chez le Cyclope. C'est le point Goldwyn des humanistes. Quand il commence à se balancer les cyclopes à la face, ça veut dire que vraiment c'est grave. Pétrarque, dont le père, notaire à Arezzo, fut banni en 1303, 2 ans après Dante, dont le père était ami de Dante, qui a été pris dans le même piège du jeu politique, qui a échoué comme lui, qui a été obligé comme lui à l'exil. Pétrarque. Comment peut-il trahir son engagement dans les idéaux civiques de la commune en se mettant au service des puissants du moment, et en particulier du seigneur de Milan? On va y revenir évidemment, parce que vous savez, j'ai une idée derrière la tête, ça, c'est que vous parlez longuement de Bernabo Visconti. Bon, donc tout ça, c'est ce que Boccace lui écrit dans une lettre du 18 juillet 1353, bouillonnant et ébranlé, je le cite, et à la fin, il lance à Pétrarque la pire insulte qu'il puisse trouver dans son arsenal humaniste, les vers célèbres de Virgile dans l'Énéide 3, 57, « Auri sacra fames, exécrable fin de l'or ». Ça veut dire vendu. Bon, alors, dans ce cas-là, ne pas s'énerver, ne surtout pas répondre, c'est comme les mails. Pétrarque ne répond pas,
écrit à un ami commun, Francesco Nelli, en sachant bien que ça va revenir à Boccace, et lui dit « Le choix milanais, c'est le choix de la solitude et de la souveraineté ». Ce que Dante disait contre l'opinion des vulgaires pour justifier le fait qu'il était à Vérone auprès de Can Grande della Scala. Je reviendrai sur cette correspondance plus longuement dans quelques semaines. Mais restons pour l'instant sur ce fil dantesque des relations entre Boccace et Pétrarque. En 1356, puis à nouveau en 1359, Pétrarque il se rabiboche, parvient à convaincre Boccace de venir le voir à Milan, et revenu à Florence, il envoie à Pétrarque une autre lettre, malheureusement perdue, où, au fond, une lettre où il appuie encore sa louange de Dante. Cette lettre est perdue, mais on peut la reconstituer avec la réponse de Pétrarque de mai 1359, où il répond et tente de dissiper le soupçon selon lequel il serait jaloux de Dante. C'est-à-dire que l'éloge de Boccace était tellement appuyé, l'éloge de Dante, que Pétrarque veut s'en défendre, au fond. Il voit une rumeur mal intentionnée qui court sur son nom. On dit que Pétrarque méprise Dante, et on le dit pour le livrer à la haine de la plèbe. Alors il répond, mais d'abord, je ne peux pas être jaloux. Crois-moi, rien ne m'est plus étranger, rien ne m'est plus inconnu que l'envie. Je n'envie même pas Virgile. Donc Dante, c'est l'ami de mon père, c'est mon compatriote, c'est un grand poète, il n'y a aucun problème avec ça. Tout le monde m'accuse de ne pas avoir lu la comédie. Forcément, c'est Boccace qui lui a amené la comédie, et donc Pétrarque l'a lu assez tard. Mais il dit, c'est normal, je suis poète, voilà, Dante est immense, pour poser sa voix, il faut ne pas être à l'ombre des grands noms, et puis de toute façon, tout le monde connaît Dante. Il a fait ses études juridiques à Bologne. Vous vous souvenez peut-être que j'avais dit que c'était à Bologne qu'étaient attestés les premiers témoignages de la diffusion sociale de l'œuvre. Bref, au fond, il n'a rien à dire aux admirateurs imbéciles qui font de Dante une caricature. Ils mentent donc, ceux qui disent que je cherche à diminuer sa renommée. Ce qui est vrai, c'est que, en revanche, j'éprouve du dégoût face à tous ces adulateurs niais qui défigurent et gâtent les poèmes en les récitant. Et voilà pourquoi, poursuit Pétrarque, j'ai délaissé la poésie en langue vulgaire à laquelle je m'étais adonné depuis ma jeunesse, de peur qu'il lui arrive la même chose qu'à celle de Dante, le beau visage de sa poésie étant couvert de crachats et souillé par les langues engourdies de ces gens-là. Ah mais ça commence à être intéressant. C'est qui ces gens-là? C'est là qu'intervient le passage à l'acte, le moment de vérité de la lettre. Et qui enfin peut envier celui qui n'envie pas Virgile, à moins que lui envie les applaudissements et les rauques clameurs des foulons, des gargotiers, des saltimbanques et de tous ces gens dont la louange constitue en réalité une offense au point que je me félicite, avec Virgile lui-même et Homère, de m'en trouver privé. Je sais bien ce que vaut auprès des personnes cultivées l'éloge des incultes. Ah, alors là, un psychanalyste dirait, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est vraiment un moment de vérité. C'est vraiment un éclat soudain et incontrôlé, a écrit quelque part Carlo Ginzburg, qui voit effectivement quelque chose comme l'acte de naissance de la littérature italienne, en tant que la littérature italienne est un projet bilingue, comme à la fois latin et italien, et donc a à se positionner face à l'inventeur de la langue italienne qu'est Dante. Et c'est vrai que dès 1350, dans ses Rerum Memorandarum Libri, Pétrarque avait édifié à Dante un monument perfide où il exaltait le poète le plus illustre en langue vulgaire, tout en regrettant qu'il se soit mêlé à la cour de Can Grande della Scala, à la compagnie douteuse des histriones et bebulones, des ménestrels et des bouffons, ce qui manifestait, disons, une déficience de cet art du placement qui fait, comme le dit Pierre Bourdieu, la distinction.
C'est de ça dont il s'agit, depuis le début. Vivre dans la liberté sans manquer de rien ni être soumis à personne. Telle est l'exigence de la vie lettrée, exprimée par Pétrarque dans La vie solitaire en 1346. Quelqu'un peut-il espérer autre chose? Non, sans doute. Mais il convient de reconnaître la portée économique et sociale de cette forme de vie. Il y faut un art du placement, et je dis qui évidemment exige de négocier avec les pouvoirs. Ainsi, dans la première des lettres familières, datant du 13 janvier 1350, je me suis souvent tenu à l'écart des charges publiques. Je n'ai pas appris à fréquenter les tribunaux, ni à faire commerce de ma parole. C'est-à-dire, comme moi, à être prof, quoi. Ma nature s'y opposait. Elle m'a fait aimer le silence et la solitude, détester la carrière publique, mépriser l'argent. Et tant mieux, oui, tant mieux. Quand on est suffisamment riche pour mépriser l'argent, quand on a cet intérêt au désintéressement, eh bien, on peut accéder aux services de cour. Comme l'a montré Étienne Anaheim, on trouve chez Pétrarque une forme de mise en scène littéraire de sa propre expérience de socialisation qui passe par une expression exaltée et continue de l'intériorité, du secretum, qui est le lieu même où s'invente la gloire par retournement au fond du regard intérieur qui normalement doit s'exercer sur le recet de l'amour de Dieu et qui crée au fond les conditions de la gloire littéraire, comme temple profané, au fond. Tout cela s'accompagne d'une conception aristocratique de son public, qu'il rêve d'entraîner à l'écart du monde, comme les Happy Few de Stendhal. Je ne m'adresse pas à tout le monde, mais à toi, à moi, à la poignée d'hommes auxquels convient ce choix d'exception. Exception. C'est là encore une expression avec privilège, avec souveraineté, avec arbitraire de la souveraineté. Choix d'exception. Si nous suivons notre propre nature et non les propos du peuple, il n'y a rien qui soit mieux fait pour nous. Naturalisation, effectivement, de la distinction. On suit chez Pétrarque cette pente qui mène de la haine des urgences de la ville à la haine du peuple. Quand il décrit, c'est très beau dans La vie solitaire, quand il décrit cet idéal de ne pas se mêler aux affaires du monde, de ne pas être un de ces occupatis, de ces éternels occupés, ceux que les affaires d'autrui accaparent, que dirige la volonté d'autrui, et qui apprennent sur le visage d'autrui ce qu'ils ont à faire. Mais c'est toujours intéressant de voir comment cela débouche sur une critique de l'utilité des métiers. Laissons la ville aux marchands, aux avocats, aux trafiquants, aux usuriers, aux fermiers, aux notaires, aux médecins. Et Jacques Le Goff l'a montré, au fond, à tous les salariés. C'est une haine des salariés. Or, qui ont été les premiers à affirmer, réaffirmer la dignité du salariat? C'étaient les universitaires en ville, ces mercenaires de la parole. Eux sont des travailleurs du verbe. Et au fond, Pétrarque travaille à déprofessionnaliser la philosophie. Il travaille au fond à la désurbaniser. Et ce retrait est aussi effectivement une fuite hors de la ville. C'est aussi une manière de se réfugier à la cour des princes pour construire un public lettré, une aristocratie fictive. La définition de cette posture humaniste passe donc par une négociation, je l'ai dit, avec les pouvoirs en place. Si c'est Giovanni Visconti, ça va être Giovanni Visconti. Mais aussi, et ça c'est magnifique, avec ses précurseurs lointains. C'est ce qu'expriment les dernières de ces lettres familières qui forment le 24e et dernier volume, rédigé entre 1345 et 1366, qui sont adressés aux antiquis illustrioribus. Donc, il écrit à Cicéron, Tite-Live, Varron, Quintilien, Horace, Virgile, Homère. Ce dernier livre des familières forme une fiction littéraire qui scelle la monumentalité de l'œuvre en faisant pont vers le passé antique, mais aussi, c'est ce que je veux montrer, vers l'avenir. De là, le titre de cette lettre, « À la postérité ». S'adressant aux anciens, il parle au futur. Voilà pourquoi cette fiction littéraire pourrait être plus sûrement dite fiction politique, puisqu'elle ouvre
une histoire à venir des pouvoirs. C'est parce qu'il a découvert au printemps 1345, dans une bibliothèque canoniale de Vérone, une importante collection de lettres de Cicéron à Atticus, c'est parce que, enthousiaste, il les a retranscrites, que Pétrarque peut confronter les engagements moraux de l'orateur avec ses calculs politiques. Comme l'a montré Carole Mabou dans sa thèse récente, la mise à jour par Pétrarque d'un Cicéron politicien, à travers sa correspondance, à travers ses discours, introduit ce qu'on appelait l'année dernière un personnage conceptuel. C'est-à-dire que Cicéron est un acteur, en somme, et un acteur n'est jamais à la hauteur de l'admiration que l'on porte à l'aucteur. Et voilà Pétrarque qui lui en fait reproche. Il écrit à Cicéron pour, au fond, regretter son inconséquence politique. Je laisse de côté Jules César, dont la clémence bien connue était un refuge pour les méchants. Je passe sous silence Pompée le Grand, avec lequel, en raison des droits que te donnait ton intimité avec lui, tu semblais pouvoir te permettre ce qui te plaisait. Mais quel délire t'a poussé contre Antoine? L'amour de la République, je crois, que tu reconnaissais s'être déjà écroulé de fond en comble. La fureur, le délire de Cicéron, réside donc dans la fidélité à ses principes, dans l'amour de la République. C'est l'amour de la République qui l'a aveuglé sur la réalité des temps, parce qu'il savait bien que de toute façon, les temps n'étaient plus à la République. Alors, il aurait dû composer. Alors, pas avec tout le monde, effectivement. À Sénèque, il fait le reproche inverse. Tu n'as pas su te détourner à temps de Néron. Tu t'es appliqué à te rendre cher à cet homme, quand pour être digne de ta mission, tu aurais dû chercher à te rendre vil. Les lettres à la postérité dessinent donc les contours du rôle de l'intellectuel humaniste selon Pétrarque. Celui qui, parce qu'il chérit sa solitude, sait discerner les temps, sait discriminer une tyrannie acceptable, celle qui le favorisera. Pont vers le passé et vers l'avenir, ai-je dit, car d'une certaine manière, l'affirmation pétrarchienne de sa souveraine solitude est, en ce sens, également une fiction politique, une préfiguration de la politique à venir. Car elle suppose un cadre d'exercice du pouvoir qui n'est plus seulement seigneurial, mais princier. Or, au moment où écrit Pétrarque, cette curialisation de l'exercice du gouvernement, si elle est engagée, n'est pas encore accomplie. À la mort de Pétrarque en 1374, on n'est pas encore tout à fait dans une Italie princière. Est-ce à dire que Pétrarque est un précurseur? En tout cas, on peut affirmer avec Patrick Gilly, dans La noblesse du droit, son livre paru en 2003, qui traite des controverses sur la culture juridique, mais qui concerne bien d'autres sujets, qu'une grande partie des audaces de Pétrarque, restées comme en déshérence après sa mort, ont trouvé une amplification et une institutionnalisation affermies, particulièrement dans les chancelleries italiennes au XVe siècle. On trouve toujours cette question embarrassante de l'écrivain égaré dans son propre siècle, d'un Pétrarque qui va se réactualiser au XVe. Mais c'est vers ça que nous devons avancer à présent. Du point de vue historique, il n'est pas douteux que tout ce dont je viens de parler, ce jeu même de l'intertextualité entre Dante, Boccace et Pétrarque, va transporter quelque chose de l'Italie du XIVe siècle, des cours seigneuriales, des réseaux marchands, où se constitue de manière encore embryonnaire ce premier champ intellectuel en voie d'autonomisation par rapport effectivement au champ englobant du politique. Tout va donc transporter ce quelque chose du XIVe siècle, ne serait-ce que par les personnages qu'on va continuer à faire jouer dans la novellistica, dans le XVe siècle monarchique. Cet anachronisme constitutif est au cœur de la constitution de la nouvelle comme genre qui ne cesse de jouer de la discordance des temporalités. Alors, avançons un petit peu dans ce XVe siècle. Peut-on définir un portrait type de ces écrivains de la novellistica qui vont suivre Boccace et qui vont, au fond, partir de l'endroit où il s'est arrêté, c'est-à-dire de cette crise de l'engagement civique. C'est très difficile.
C'est très difficile parce que la plupart des auteurs, soit ils sont peu documentés, on ne sait presque rien de Piero del Nero, sinon qu'il était inscrit à l'art de la laine de Florence, qu'il fut podestat de Prato en 1433, Gentile Sermini, qui est un Siennois, qui a écrit des magnifiques nouvelles, on va y revenir, j'espère, dans quelques semaines. Eh bien, on vient d'apprendre en 2012 par l'édition critique de ces nouvelles et par Monica Marchi que son nom même n'est pas sûr, c'est-à-dire c'est probablement un fantôme littéraire inventé par un érudit, donc il vient de dégringoler dans la bibliothèque en pseudo Gentile et Sermini. On sait juste que c'est un Siennois qui écrit dans les années 1420. Cette évanescence, d'ailleurs, contraste avec les pratiques d'écriture qui font de Pétrarque, j'y reviens, l'un des premiers créateurs littéraires à stabiliser la fonction auteur au sens de Foucault, parce que vous savez qu'il a la main, notamment sur le canzoniere, et comme l'a montré admirablement Armando Petrucci, que c'est le premier à faire des éditions, bien avant l'imprimerie, ça ne change rien l'imprimerie de ce point de vue-là, des éditions autorisées de ces œuvres, et à être parfaitement souverain sur leur transmission. Là, on est dans un tout autre monde. On est dans un tout autre monde qu'on peine effectivement à caractériser. Et la difficulté qu'on éprouve à définir la position sociale des auteurs de nouvelles au XVe siècle et encore au XVIe siècle, dont l'identité échappe parfois, ne doit pas être paresseusement mise au discrédit ou au crédit de l'attestation documentaire. Ce n'est pas simplement parce qu'on a perdu des documents. C'est en réalité sans doute parce qu'ils sont dans un rapport au champ littéraire et politique qui est beaucoup plus difficile que celui dont glorieux je viens de parler. C'est parce qu'effectivement on est dans ce que Bernard Lahire appelle dans la condition littéraire ce jeu avec les normes, et c'est bien de ce jeu avec les normes que les nouvelles, justement, parce que c'est difficile, parce que ce n'est pas glorieux, nous permettent, avec un réalisme extraordinaire, de révéler les mécanismes réels. Donc, est-ce qu'on peut dire simplement que la novellistica est contemporaine de la crise de la civilisation communale? Alors, oui, on a un bon candidat pour dire ça, c'est Franco Sacchetti. Franco Sacchetti est l'auteur du Trecento Novelle. Il est l'incarnation des valeurs civiques défendues par le popolo florentin. Il est né à Raguse en 1332, dans la cité dalmate, qui est celle de la diaspora italienne. Il est d'origine noble, il est inscrit à l'art du change. Il a pris, comme beaucoup d'autres novellistes, une part active dans l'administration de sa cité. Mais il l'a fait dans un contexte politique très particulier, qui est celui de la guerre des 800, que Florence soutenait contre l'Église de 1375 à 1378. C'est un moment où Florence est frappée d'interdits, où la cité se déchire entre le popolo grasso du parti guelfe, qui est traumatisé par le conflit avec la papauté, parce que c'est pas rien quand même, de se battre pour une cité guelfe contre le pape, d'être sous interdit et avec toutes les conséquences spirituelles. Et puis ça débouche sur la révolte des Ciompi de l'été 1378. Et Franco Sacchetti participe à la mobilisation collective de ce moment-là en lançant de violentes invectives rimées contre le pape Grégoire XI, qui seront rassemblées plus tard dans son Libro delle Rime. Les historiens mesurent mieux aujourd'hui l'importance de cette épreuve décisive dans la constitution de l'humanisme civique à Florence comme culture politique de l'engagement idéologique. C'est la première fois que les Florentins se revendiquent comme les champions de la libertas en Italie, et par conséquent les héritiers de la Rome républicaine. Le chroniqueur Marchione Stefani parle de ce gonfalone rouge, de cette bannière rouge frappée du mot libertas, justement comme d'une réminiscence romaine. Et, je le répète, Franco Sacchetti participe activement à cette mobilisation émotionnelle, notamment lors de la joute pour Dame Liberté, qui a lieu le 7 décembre 1376 sur la place
Santa Croce de Florence, où il exalte la force herculéenne des valeurs civiques de Florence, Defensor Libertatis, où il reprend la métrique de la poésie morale de Dante, les vers en décasyllabique, pour en faire des chansons politiques. Et lorsqu'il rédige son recueil de nouvelles, probablement entre 1389 et 1397, il réaffirme le choix de la langue vulgaire, tout en adoptant cette prose dite moyenne, propre à viser le public florentin le plus large. Donc c'est un choix qui est anti-pétrarchien, vous l'avez compris. C'est le moment, d'ailleurs, où lui-même occupe des charges de podestat. C'est le moment où le raidissement oligarchique du gouvernement florentin rend de plus en plus difficile la carrière d'un homme proche des intérêts et des idées politiques des arts mineurs. Et on peut se demander si on n'est pas dans ce moment que Roger Chartier a décrit pour le XVIIe siècle, c'est-à-dire de cette frustration d'écrivains qui ne trouvent pas leur place dans le système politique et qui sont au fond condamnés à la lucidité par rapport à ce système politique, qui vendent la mèche. Sont-ce des Rousseau du ruisseau, tous ces novellistes? Sont-ce de cette canaille littéraire dont on sait bien qu'elle est souvent la grande protagoniste des moments de dévoilement social? Bien sûr que Franco Sacchetti peut correspondre à ce mouvement, à cette définition. Le Trecento Novelle, qui n'a pas du tout la même fortune que le Decameron, hein, comme son nom l'indique, il y a 300 nouvelles normalement, mais on n'en connaît que 220 parce qu'on ne le reconstitue qu'à partir d'une copie très tardive d'un érudit, Vincenzo Borghini, de l'État des Médicis, qui est d'ailleurs le même qui, au milieu du XVIe siècle, est en charge de la commission qui expurge le Decameron. Ce qui est intéressant, c'est que cette œuvre beaucoup plus modeste, y compris donc dans sa tradition, dans sa fortune manuscrite, elle, eh bien, elle est tout de même une affirmation, je dirais, de l'octorialité du conteur. C'est-à-dire que les nouvelles se succèdent par association d'idées ou par contiguïté de sens à la manière d'une conversation qui est celle du narrateur unique, ce qui revient à renforcer l'octorialité du texte qui ne tient que par la voix de celui qui raconte les histoires ou qui plutôt les recueille. Et d'ailleurs, dans son prologue, Sacchetti emploie tour à tour 3 verbes qui rendent compte de sa figure d'auteur. Il écrit, scrivere la presente opera, il recueille, raccogliere tutte quelle novelle, et il compose. D'où la présence obsédante de io Franco Sacchetti Fiorentino, io scrittore, moi, témoin direct, moi, protagoniste parfois, moi, conteur. Donc, si tous les auteurs étaient comme Franco Sacchetti, je pourrais m'arrêter là et dire, ben voilà, on a le fin mot de l'histoire. Après toute la question, voilà, après toute l'histoire dont je viens de vous parler, c'est-à-dire cette histoire d'une aristocratie fictive, de construction effectivement via le passé dantesque d'une souveraineté de l'auteur, les auteurs de la novellistica ne sont pas du même monde et sont déclassés, et parce qu'ils sont déclassés, ils vont dire le vrai sur le système social. Mais ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce que Franco Sacchetti est à peu près le seul dans cette position-là, parce que tous les autres, eh ben, le plus souvent, ils composent avec les pouvoirs. Il suffit d'évoquer la carrière d'un autre novelliste toscan, Giovanni Sercambi, qui est issu d'une famille modeste d'épiciers immigrés depuis peu à Lucques, qui tient la boutique de son père, qui commence une carrière politique, qui se lie avec les Guinigi, qui sont les seigneurs de Lucques qui s'emparent du pouvoir, qui sont même au service
Sercambi est au service des Guinigi et son recueil de nouvelles se ressent de cet engagement politique et on peut y lire d'une certaine manière, tout au contraire de Franco Sacchetti, un appel au pouvoir autoritaire de la seigneurie. Donc, il va falloir trouver autre chose. Il va falloir trouver une ruse pour essayer de définir, je dirais, un rapport social stable entre la novellistica et la tyrannie. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous en avons fini avec les trois couronnes, Dante, Boccace, Pétrarque. Nous comprenons qu'en 1375, Boccace meurt en 1375, Pétrarque en 1374, le passé dantesque a pris de l'âge et que le modèle de l'engagement communal des poètes est rentré en crise, durablement. Rentre alors la troupe de ceux que j'ai appelés avec Italo Calvino, mais aussi peut-être avec Walter Benjamin, les conteurs. Une troupe dépareillée, dépenaillée, braillarde, une troupe très loin du grand chic intellectuel pétrarchien, qui devient l'arbitre des élégances latines du monde humaniste au XVe siècle et encore au XVIe siècle. Eux vont vendre la mèche, eux vont donner à voir, à comprendre l'attirance de la tyrannie, eux vont en rire sans doute, mais que va produire ce rire? Ils vont le faire en inventant peut-être une autre forme d'engagement civique, plus proprement narratif, confiant dans la raison des fables, mais ils vont le faire en transportant avec eux tous les personnages de ce XIVe siècle, comme si le Quattrocento princier était parcouru d'une histoire souterraine, sourdement républicaine, dont il va nous falloir trouver les résurgences. C'est à cette source-là qu'il nous faut à présent puiser. Vous remarquerez que le concept de littérature ne nous sert à rien dans cette quête. Mieux vaut s'attacher à présent, en suivant d'ailleurs la leçon de Roland Barthes, au pouvoir de l'écrit. Il ne nous sert à rien, le concept de littérature, car il transporte toujours avec lui cet idéal de la littérature pure dont Pétrarque est le précurseur et dont Renan de Calan, dans un livre tout récent qui s'appelle « La littérature pure, histoire d'un déclassement », montre que c'est bien toujours le déclassement social des écrivains qui leur inspire leur désir de gagner une aristocratie fictive. Quand Jean-Paul Sartre posait en 1947 la question « Qu'est-ce que la littérature ?», c'était pour ne surtout pas y répondre, mais pour rendre sensible une rupture entre écriture et avant-garde politique. La notion d'engagement sort de là, mais elle est, note Sartre, d'emblée anachronique. Ainsi le comprenait-il en 1953, écrivant dans une note autobiographique reprise en Situation 3, ceci que je lis pour terminer tout à fait. « Mon idée profonde à l'époque, donc en 1947, lorsque j'écris « Qu'est-ce que la littérature ?» Mon idée profonde à l'époque, on ne peut faire que témoigner d'un mode de vie qui est condamné à disparaître, mais qui renaîtra. Et peut-être les meilleures œuvres témoigneront à l'avenir de ce mode de vie et permettront-elles de le sauver. Une fiction politique, vous dis-je. Nous ne parvenons pas encore à l'atteindre, mais je vous promets que la semaine prochaine, je vais tenter quelque chose, une sorte de ruse. Merci.